Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui, on va vous présenter voilà, la robotique dans les apprentissages, ce qu'on peut faire avec de la robotique, ici principalement à l'école primaire, parce que nous, c'est le public qui nous intéresse, mais il y a peut-être des choses à apprendre aussi si nous avons des spectateurs qui enseignent dans d'autres, voilà, dans le secondaire par exemple. Donc aujourd'hui, c'est le sujet. Euh, Nous organisons toute une série de formations robotiques ou aussi de manière générale, c'est l'éducation numérique qu'on fait chez Code Play. Et donc nous avons pour le moment une formation sur la programmation avec Scratch. Donc on en parlera sans doute un petit peu aujourd'hui pour vous montrer le principe de la programmation avec des petits blocs qu'on voit aussi ici avec les robots. Et donc, je vais maintenant tout de suite mettre le lien épinglé sur le live Facebook et je vais le mettre en commentaire ici pour ceux qui nous suivent sur le webinaire Zoom. Et comme ça, vous pouvez laisser votre email et on vous donnera des infos sur les formations. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre email pour recevoir toutes les infos sur nos formations. Et alors, je vais, le temps de faire ça, laisser peut-être Nadine se présenter. Oui, bonjour tout le monde, Nadine, donc, fondatrice de Code Play. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la robotique au service des apprentissages, parce que c'est quelque chose qui nous est cher chez Code Play. Comme disait Laura, l'enseignement numérique, mais aussi bien la partie robotique que la partie software, car le numérique est au final assez large et on a tendance à vite partir dans l'un ou dans l'autre. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir voir, découvrir, approfondir pour certains l'aspect robotique pour les apprentissages, avec un aspect un peu plus pratico-pratique, montrer des exemples de ce qu'on fait. N'hésitez pas à partager, commenter, soit sur le webinaire Zoom, soit en live Facebook. Laura va faire un petit peu de mambo jumbo pour suivre les commentaires des deux côtés et relayer les questions. N'hésitez pas à dire bonjour, nous expliquer qui vous êtes, d'où vous venez, d'envoyer vos questions et on y répondra au mieux. Ouais, voilà, je suis là pour répondre à vos questions, comme tu le dis, donc allez-y. Je fais donc juste ce petit lien et je vais me présenter aussi, parce que je ne l'ai pas fait, hein. Recevoir donc les infos pour nos formations sur le numérique à l'école. Voilà, le lien va apparaître sur Facebook dans un premier temps. Hop, ici. Et alors, je vais l'épingler comme ça. Même si vous faites plein de commentaires, ça restera. Voilà. Épingler le commentaire. Voilà, je vais le mettre ici aussi dans le webinaire Zoom, parce que donc pour information, pour ceux qui sont sur Facebook, nous avons des personnes qui nous suivent sur le webinaire directement Zoom. Et voilà, ceux qui nous suivent sur les webinaires, comme ça vous savez que nous sommes également sur Facebook. Et alors voici le lien donc pour s'inscrire, pour avoir des infos sur nos formations. Ok, donc voilà, moi je travaille aussi donc, pour Code Play et je suis plus là pour coordonner en gros toutes les activités qu'on fait. Et alors pour le moment, c'est vrai que c'est plus un peu comme tout le monde, hein, des activités en ligne. Et donc notamment ces webinaires qu'on fait ici, on essaie de dégrossir un peu certaines thématiques liées à l'éducation numérique voilà, pour que vous puissiez un petit peu voir et vous donner envie d'aller plus loin, parce que c'est aussi ça l'idée. Et en allant plus loin, donc soit en suivant nos formations ici qu'on propose, donc là où on est en plus petit groupe sur un meeting, et alors à la rentrée, dès la rentrée de septembre, etc., on continuera comme on faisait avant, aussi des formations en présentiel. On peut intervenir dans les écoles, vous accompagner, proposer énormément de choses. Donc allez voir sur notre site codeandplay.be. Voilà. Super. Écoute, Nadine, je te propose alors de commencer, de partager ton écran. Et donc, tous ceux qui nous regardent, posez des questions. Je suis là pour regarder ça. Donc, n'hésitez pas. Parfait. Alors, comme on parle de robotique, je propose qu'on commence directement par vous montrer au final qu'est-ce qu'on veut dire par robotique. Alors, pour illustrer mon propos, je vais utiliser Ozobot. Ozobot ici, qui est notre petit robot de programmation. Et un robot, comment ça fonctionne? Il a des capteurs qui sont l'équivalent de ses yeux, qui lui permettent de voir l'information. C'est ce qu'on appelle un peu les inputs, qui reçoit l'information, il la voit, un peu comme un humain la verrait. Et puis si on lui enlève sa petite coque de protection, on voit aussi qu'il a ici une carte mère, qui sont au final des circuits électriques. Et cette carte mère qui agit comme le cerveau du robot et lui permet de lire
les inputs qu'il a vus avec ses capteurs, donc Ouais, ses attends yeux. 2 minutes parce que j'ai l'impression que la vidéo ne passe pas. Il y a juste le nom qui apparaît. Ah ben voilà, si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Il y avait les 10 minutes les 10 minutes de latence, hein, parce qu'il y a pour ceux qui sont sur Facebook, il y a 10 minutes de latence. Donc comme ça, 10 maintenant, je te secondes, 10 secondes. confirme qu'on voit bien ton robot. C'est bon, vas-y. Ça va. C'était 10 secondes. Ouais, Pour 10 ceux secondes. qui... J'ai dit quoi, 10 minutes? 10 minutes, Je oui. me trompe tout le temps. C'est pour ça que je suis souvent en retard partout. Non, 10 secondes. Voilà. Et donc, je disais, nous avons les capteurs du robot qui va envoyer l'information à son cerveau. Les yeux envoient l'information au cerveau, au final, donc à sa carte mère, qui va processer cette information et, en fonction de la façon dont on l'a programmée, pouvoir renvoyer l'information, dans ce cas-ci, aux micromoteurs qui vont permettre aux roues de rouler ou aux LED ici qui vont s'allumer en fonction. Voilà. Donc, c'est vraiment le fonctionnement de base qui permet aussi aux enfants et aux grands-enfants de comprendre un peu les dynamiques d'un robot. On voit qu'alors un robot simplement, bon, ici je l'ai déjà fait, de pouvoir laisser les enfants découvrir bah, tiens, qu'un robot suit la ligne et donc de vraiment comprendre bah, comment est-ce qu'il fait ce simple mouvement. Donc pour les enfants, c'est petit à petit les laisser dessiner, découvrir et de vraiment comprendre bah, tiens, notre robot euh, sur sa carte mère, on l'a programmé en lui disant quoi? On l'a programmé en lui disant bah, quand tu vois une ligne, tu la suis. On l'a aussi programmé en lui disant bah, écoute, il y a certains codes qu'on va programmer. Et dans le cas de notre Ozobot, les codes, par défaut, il y en a beaucoup. Notamment celui que j'ai mis en ligne ici qui lui dit fais demi-tour. Ça, c'est une information. Et par la suite, c'est vraiment pour les enfants de comprendre qu'en fait, un robot ou un ordinateur, c'est pas intelligent. L'intelligence qu'il reçoit, c'est vraiment ce que nous, humains, on va lui dire de faire et le programmer. Et c'est comme ça qu'un robot construit son intelligence. Donc ça, c'est nos informations de base sur le petit robot. Je vais retourner à ma présentation pour la suite. Laura, tu peux me confirmer? On la Alors, voit. oui, oui. Voilà. Alors, j'ai parlé d'Ozobot. Évidemment, il y a beaucoup d'autres robots. Le but n'est pas ici de tous les expliquer en détail. Il y a le Q-Scout, il y a le Timio qui est très répandu au niveau de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a le Kubo qui est pour les plus petits parce qu'ils ne demandent pas de savoir lire pour pouvoir l'utiliser. Il y a le Ozobot que je viens de présenter. Il y a le Lego Spike qui est peut-être un peu plus âgé. Il y a le M-Bot et plein d'autres. Et si vous voulez en savoir plus sur quel robot, pourquoi, les avantages, inconvénients, on a aussi un webinaire sur le sujet qui est, Laura va me donner la date, je pense en juin. Alors, sur les robots, hein, c'est ça? Ouais. Les différents robots, le 22, lundi 22 juin, de 16h30 à 17h30. Voilà. Donc, ceux qui sont plus intéressés sur ça, on se voit le lundi 22. Enfin, vous verrez avec Grégoire, qui s'occupe chez nous de tout ce qui est robot, et Benoît Naveau, qui est également de la Robotique Academy. Voilà, l'événement n'est pas encore sur notre page Facebook, mais il y sera d'ici peu. Donc voilà, le 22 juin, 16h30. Parfait. Alors, le vif du sujet. Pourquoi utiliser des robots en classe? Il y a deux grands aspects. Le premier, c'est vraiment pouvoir développer les compétences transversales, qui sont des compétences qui aujourd'hui ne sont pas évaluées, mais sont demandées. Et puis, il y a l'aspect vraiment pouvoir aborder des compétences disciplinaires qui, elles, sont pour le moment évaluées, mais de pouvoir les aborder de manière plus ludique, plus appliquée, en amenant des exemples concrets aux enfants pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce qu'on l'a tous vécu, on comprend mieux les choses qu'on a rendues concrètes pour nous, et de pouvoir le voir sur un robot, sur quelque chose de plus tangible, rend ça, l'imprime plus dans la mémoire d'une part, et le faire rendre plus ludique donne plus envie d'apprendre et parfois de ne même pas nous rendre compte qu'on apprend et d'avoir ce sentiment de jouer.
Aujourd'hui, de nouveau, on essaie de ne pas aborder tous les sujets en un webinaire parce qu'un webinaire, c'est court. Aujourd'hui, on n'abordera pas, ou moins, la partie compétences disciplinaires. Évidemment, les choses sont liées, donc on y touchera. Mais on a aussi un autre webinaire dédié sur ce sujet-ci avec Benoît Naveau. Et alors, je vais vous préciser la date. C'est le 12 juin. Voilà, le 12 juin aussi. Donc là, c'est un vendredi. C'est aussi 16h30, 17h30. Parfait. Et alors, du coup, développer les compétences transversales. Quelles sont les compétences transversales? J'ai pris ici le 5C21, qui sont les 5 compétences du 21e siècle de Margarida Romero, qui est directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, LIN, qui sont également les piliers qui ont été utilisés pour le DIGCOMP, qui est le référentiel de compétences digitales au niveau européen et qui sert de base uniforme à travers l'Europe. Et après, chaque pays se l'approprie, ou chaque éducation, parce qu'en Belgique, on a 3 éducations francophones, néerlandophones et germanophones, se l'approprie, s'approprie le framework, parce qu'au final, c'est un framework assez large. Entre ça et un programme de cours avec des compétences concrètes, il y a encore les étapes et c'est là que chacun a la liberté de se l'adapter. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les compétences transversales que la robotique et le numérique permettent de développer sont la résolution de problèmes, la pensée informatique, la collaboration, la pensée critique, la créativité. Et en dehors du monde plus éducatif et académique, quand on regarde tous les top 10 des compétences dont on aura besoin dans le futur par de multiples entreprises, ces 5 éléments reviennent toujours dans le top 10. Donc, c'est vraiment pour montrer que ce sont des éléments très importants. Et donc, je prends la peine ici de les aborder un par un pour pouvoir voir comment est-ce que concrètement ça se transmet avec la robotique. Parfait. Alors, la résolution de problèmes. On va en avoir besoin à l'avenir, celle-là, je pense. Oui. Donc, la résolution de problèmes. Alors, ça peut paraître simple avec les robots, avec des labyrinthes. Et je vais repasser sur mon écran, sur mon petit écran ici. Et c'est vraiment de voir qu'avec notre robot, au final, comment apprendre la résolution de problème, c'est qu'au final, pour programmer mon robot, parce que je dis que je peux le programmer, je vais devoir lui demander de résoudre, de dire si tu démarres ici, comment est-ce que tu vas arriver jusqu'au trésor. Et donc, c'est vraiment de pouvoir dire, OK, j'ai mon grand problème, comment est-ce que je peux le subdiviser en plus petits problèmes? Et donc, les plus petits problèmes ici, ça va être de comprendre, par exemple, qu'il y a des lignes à suivre, qu'il y a des croisements, et que je veux pouvoir prendre une décision à chaque ligne et croisement. Et c'est aussi de pouvoir, et alors, la façon de subdiviser va varier d'un enfant à l'autre, ou d'une personne à l'autre, de vraiment pouvoir, certains vont dire, moi, je commence par la fin pour voir un peu comment le résoudre. Moi, je sais que sur cette grande partie, j'ai envie d'arriver dans cette zone-ci. Et donc, ça va être un peu à chaque enfant de l'aborder. Mais au final, la robotique, tu veux pouvoir faire quelque chose avec son robot, ça commence vraiment par la résolution de problèmes. J'ai un gros problème, de manière structurée, je dois le subdiviser en plus petits problèmes que je vais mettre l'un à la suite de l'autre. Ouais. Alors. Et nous, on a même fait aussi des versions dans les cours qu'on donne, parce qu'on a des contenus de cours qu'on peut transférer quand vous suivez nos formations aux enseignants qui les suivent. Donc, vous pouvez évidemment les adapter, les mettre à votre sauce, mais voilà, on a des canevas de cours tout faits. Et on a réadapté un peu aussi ce genre de jeu, mais plus avec des questions, par exemple, un camion poubelle qui doit trier les déchets dans la ville. On peut évidemment en plus adapter des questions un peu plus citoyennes. Voilà, et ça, c'est des choses qu'on a fait et qu'on peut vous transmettre si vous suivez nos formations. Donc, le deuxième élément, c'est la pensée informatique et c'est au final ce qui découle de la résolution de problème. C'est une fois qu'on a réfléchi à son labyrinthe sur comment le résoudre,
de manière structurée, c'est comment est-ce qu'on peut transposer cela dans du code informatique. Et le code informatique, c'est un algorithme qui, au final, un algorithme, ça résout un problème, donc c'est identifier le problème, ça le subdivise en sous-problèmes et c'est mettre des micro-indications l'une après l'autre dans un certain ordre. Donc au final, la pensée informatique n'est jamais qu'une transposition informatique de la résolution de problèmes. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de simulateurs qui nous permettent d'une part d'écrire le code ici, à l'écrire ou utiliser des blocs, car c'est plus facile pour les enfants, d'exécuter le programme et de pouvoir vraiment voir la résolution en live. Donc ici, c'est pour garder l'image du labyrinthe. On l'a aussi avec notre robot Ozobot, qui est ici Ozobot vu d'en haut, où en lui donnant les instructions, on peut faire aller le programme. Et on voit qu'ici, on lui a dit de suivre la ligne jusqu'au croisement, au croisement d'aller à gauche, de continuer. Donc, il va au premier point bleu, il redescend, il vient ici, mais à une certaine vitesse, qui est une vitesse élevée, et il arrive ici. Et donc, les enfants vont pouvoir d'abord simuler le comportement pour apprendre à comprendre ce lien entre la pensée informatique, le codage, au final, vers le robot. Et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup avec Scratch, qui est l'outil le plus connu pour le codage chez les enfants. Et donc, ça permet vraiment de faire ce lien pour les enfants entre le software, donc le logiciel, et le hardware, le robot. Parce qu'après, avec ceci, il y a moyen de charger le programme qu'on a créé dans notre robot. Et le robot, au lieu de suivre les lignes, comme j'ai montré de ce qu'il faisait par défaut et ses codes par défaut, va maintenant suivre ces instructions-ci. Et donc ça, c'est vraiment un grand moment pour les enfants où ils découvrent que c'est vraiment eux, c'est vraiment nous en programmant, qui créons l'intelligence du robot et qui lui disons quoi faire. Donc, de nouveau, il y a beaucoup d'exemples sur le sujet. Nos formations à Scratch permettront de faire toute la partie software. Et dès qu'on peut de nouveau faire des formations en présentiel, on reprendra nos formations aux Zobot, donc probablement fin août, début septembre, où on pourra également voir vraiment de manière concrète le lien software-hardware avec nos petits Ozobots. Ouais, tout à fait. Et ici, je pense que cet exemple-ci est en anglais et peut-être quelques autres, enfin, Shape Tracer, on ne sait pas, mais la plupart de tous ces programmes, que ce soit Scratch ou ce qu'on utilise avec Ozobot, évidemment, c'est en français aussi pour vos élèves. Ouais. Il y a moyen de choisir les langues généralement. C'est un bon point. J'ai mon ordinateur en anglais. Et de manière générale, s'il y en a qui ont des questions, voilà, on est là aussi pour y répondre. On peut peut-être plus faire une séance questions-réponses à la fin aussi, mais voilà, je suis attentive à ça pour ceux qui nous rejoignent. Des questions, n'hésitez pas aussi à dire si vous avez essayé ces logiciels, si vous avez essayé d'autres choses avec de la robotique, si vous voulez partager. C'est toujours bon à entendre également. Oui, évidemment. Alors, notre troisième compétence du 21e siècle, et c'est vraiment la collaboration. Et la collaboration peut paraître anodine, mais c'est quelque chose qui devient vraiment primordial et on le voit pour toutes les personnes qui sont dans l'environnement de travail, qu'il y a une relation humaine qui doit se mettre en place et on peut être un génie intellectuel. On doit pouvoir collaborer avec ses collègues, avec les autres enseignants, pour pouvoir avancer et faire des choses ensemble. Et la collaboration avec la robotique, c'est une occasion presque inouïe. Parce qu'on a la justification d'un matériel qu'on va partager, d'un robot qui va servir pour 2 enfants. Et on peut mettre en place ce système de navigateur et j'ai perdu le nom. En gros, d'avoir une personne qui va utiliser le pilote, merci. Le pilote et le copilote, pour faire plus simple. La pilote et le copilote. Pardon, la pilote. Et donc, vraiment, de pouvoir regarder, d'avoir la pilote qui va pouvoir dire moi, j'aimerais que le robot aille dans cette direction. La copilote qui va pouvoir lui dire alors mets ces instructions-ci. Et donc, que ce soit sur la partie programmation, donc sur l'ordinateur, ou
comme on l'a vu sur la photo, vraiment la partie sur papier. Il y en a une qui va dessiner et l'autre qui va lui dire, écoute, je pense qu'il faut mettre ces instructions-là. Et donc, ça force les enfants à comprendre qu'eux ont une vision, mais ils se confrontent à une vision, une autre solution du problème, une autre perception de quelqu'un d'autre, et qu'on a chacun notre point de vue et qu'il faut se mettre d'accord ensemble pour décider avant de faire. Parce que l'avantage des exercices papier aussi, c'est qu'une fois que le marqueur est passé dessus, ils ne savent plus l'effacer. Et donc, il y a vraiment cette importance de pouvoir s'aligner euh, les deux ensemble, de s'asseoir. Il y a énormément de problèmes au début, évidemment, dans l'exercice où les enfants s'en fichent, ils foncent, et l'autre qui dit « Ah, mais il a fait sans m'écouter, mais non, notre papier est utilisé, on ne peut plus. » Évidemment, il y a des papiers de secours, mais ça permet vraiment d'aborder ça. « Ah, est-ce que tu as écouté son besoin ? Oui, mais il voulait faire comme ça. Ah oui, mais est-ce que tu as compris qu'il avait une perception différente de la tienne et que vous preniez le temps de vous mettre d'accord sur ah, moi, je le vois comme ça, moi, je le vois comme ça. » Et on avance. Je sais qu'en période de confinement, il doit y avoir beaucoup de gens qui sourient et qui voient leur couple ou beaucoup de discussions avec leurs enfants qui passent sur la collaboration et pouvoir écouter un peu les points de vue des autres. Mais ce sont des éléments très importants que la robotique permet d'aborder. Alors, le quatrième point, c'est la créativité. Et je l'ai montré, je vais repasser peut-être sur la vidéo ici, Ah oui. où j'ai montré ma version non créative de... Est-ce que la vidéo est visible ? Non, je n'ai plus que la tienne. L'autre n'est plus dans le Zoom. Je ne sais pas pourquoi, tiens. Bonne question. C'était trop parfait. Hein. Ah, l'importance du numérique et de... Mon téléphone s'est éteint. Oui, c'était donc mon téléphone qui filmait par au-dessus. Voilà. Bah, je te laisse le rallumer. Ouais. Mais en tout cas, moi aussi, les animations, chaque fois que j'étais présente, en tout cas en classe pour faire ça avec les enfants, moi, je reste un peu plus sur la collaboration avant de passer à la créativité, mais de les voir ensemble, c'est pas toujours simple. Hein. Parfois, ils se disputent un peu, c'est moi, puis c'est évidemment, hein, j'imagine que tous les enseignants qui ont déjà essayé de faire des travaux de groupe, c'est pas évident, mais le fait qu'il y ait un petit robot, c'est quand même toujours qu'à un moment, il y a cette stimulation, mais qui devient positive, même quand ils travaillent à plusieurs. Et ça marche vraiment assez bien parce qu'ils arrivent à chacun trouver un petit peu leur rôle. Et quand ça marche moins bien entre deux enfants, parce qu'à chaque fois c'est le cas, ben c'est l'occasion de discuter avec eux et de travailler un peu ces questions-là qui sont très importantes aussi pour l'éducation citoyenne, même si je pense que vous réglez souvent les conflits dans vos journées en général. Mais je trouve que l'outil robot fait qu'en général les jeunes sont quand même assez positifs. Ils ne se disputent pas trop, les petits robots. Moi, j'avais peur de ça, mais en fait, en général, il y a une ambiance très positive dans la classe. Voilà, ça fait du bruit, il y a du mouvement, mais, mais c'est important aussi. Donc, voilà. Est-ce que, alors, je pense qu'on Oui. voit. Je vais Je passer vais mettre en grand. je passe en mode manuel Voilà. quelques instants. Donc oui, je touchais au point de la créativité. Où le très mauvais exemple, c'est ce que moi j'ai fait. Et je m'excuse, j'ai un côté un peu cartésien. C'est probablement ma formation d'ingénieur informaticien. Et c'est des clichés qui ne devraient pas avoir lieu. D'où l'importance de commencer tôt avec les enfants. Mais on peut voir, et j'ai pas mal d'exemples d'enfants qui s'expriment beaucoup plus. Et donc, on va vraiment ici voir une explosion de quand on donne la même instruction à 15 enfants, il n'y en a pas deux qui vont faire la même chose. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et typiquement, un exercice qu'on aime bien faire au début pour qu'ils deviennent familiers avec tout ce qui est code couleur, c'est de leur demander de créer 2 pistes de course pour pouvoir faire une course avec leur équipe concurrente. Et donc, typiquement, on leur demande de faire un parcours qui paraît simple, mais qui au final va être compliqué pour que l'équipe adverse dise ah ben, moi je prends celui-là parce qu'il a l'air d'être le plus rapide, mais qui avec les codes couleurs permet par truc et astuce de le rendre au final plus long et qu'il puisse gagner grâce à leur autre course. Et donc c'est vraiment ça laisse un espace de création, ça laisse un espace de possible,
et de se rendre compte qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution au final. Il y a vraiment une solution. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc effectivement, si on se retrouve face au fait que, ici évidemment, ce sont des exemples qui fonctionnent, mais si par exemple, voilà, ici, le code avait dit faire demi-tour et qu'on se retrouve face au fait qu'il n'est rien prévu et que le robot s'arrête simplement, et ça ne fonctionne pas. Et donc oui, il y a des erreurs, mais il y a aussi 1 million de possibilités de faire quelque chose qui fonctionne. Et donc ça enlève ce côté très scolaire qu'on a du vrai-faux et le rapprocher plus à des exemples de la vie réelle. Il y a plein de solutions et j'en ai aussi, je pense, ici. Voilà. Où il y a beaucoup de solutions. Donc, en démarrant d'ici, il y a énormément de solutions pour arriver au coffre-fort. Mais il va y avoir des solutions qui optimisent l'argent, plus économique. Il y a des solutions qui vont peut-être économiser la santé, disons, parce qu'il faut faire un chemin le plus long possible pour vraiment se promener, avoir une belle vue. Il y a peut-être l'option la plus paresseuse, comment est-ce qu'on peut donner le moins d'instructions au robot pour qu'il arrive à un endroit. Donc, c'est peut-être pas nécessairement le chemin le plus long, mais c'est peut-être une boucle qui lui dit à chaque fois que tu vois un chemin à gauche, prends à gauche. Et donc, trouver une solution qui l'amène, mais il faut aussi qu'à un moment, il tourne à droite. Et donc, de nouveau, un grand monde de possibles sur la créativité avec la robotique. Ouais, ça c'est sûr. Une fois qu'on commence avec ça, on ne s'arrête plus. Voilà. Et ici, pour donner un petit exemple c'est un mélange des deux derniers, je dirais de créativité et de collaboration. C'est à un moment dans nos cours, on demande aux enfants de créer une chorégraphie de danse avec les robots. Et je vais lancer la vidéo. Et on voit vraiment que c'est ce moment, d'une part, où il y a le physique et le logiciel qui se mettent ensemble, mais il y a aussi, de nouveau, on collabore ensemble pour se mettre d'accord sur quel pas de danse, et après de pouvoir retransposer ça en code informatique, et de les voir au final danse en action. Ici, on n'a pas le son, mais il faut dire que le problème, c'est qu'il y en a un qui n'est pas pareil que les autres. Moi, je l'ai pas. Il y a d'une part l'implication des enfants de voir en action, essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a un petit robot qui est parti un peu plus seul de son côté. Et de les avoir mis peut-être quand même assez fortement en rythme. Et donc, c'est plus compliqué qu'il y paraît, mais ça, pour les enfants, ça va créer un engouement génial. Et ils ne se rendent pas compte que derrière, ils ont travaillé. Ouais, Nadine, on t'entend plus trop à cause de la vidéo. On va peut-être juste attendre qu'elle soit finie. Non, je vais la couper. Ah, voilà. On a priorité compris. À moi. Voilà. Merci Younes d'avoir précisé, mais j'allais te dire aussi. Voilà. Surtout que c'est intéressant ce que tu es en train de dire, je percevais. Désolée. Donc oui, je disais que c'est vraiment intéressant pour les enfants de pouvoir collaborer là-dessus, parce qu'ils ont passé 1 heure et demie pour eux jouer, à se déplacer en classe, à créer quelque chose. Et sans s'en rendre compte, ils ont dû arriver dans le compromis, dire « Ah, moi j'aime bien ces pas-là. Ah, moi je préfère ceux-là. Ah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait mettre les deux ensemble? Moi j'ai plutôt ce type de musique en tête. » Et donc de vraiment pouvoir jouer là-dessus, collaborer. Et puis au final programmer. Et donc ça, c'est la partie pensée informatique où ils ont dû programmer ce code et toute la créativité parce qu'il y a moyen de faire une chorégraphie de danse très simple, il y a moyen de la faire beaucoup plus compliquée. Et donc il y a vraiment tous ces éléments qui rentrent en jeu. Et donc il y a moyen de faire des choses très 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 chouettes. Ça va avec. Notre dernier élément, c'est la pensée critique. Alors la pensée critique, et là, je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur la robotique de manière générale dans nos vies, sans être trop philosophe non plus. Mais on est de plus en plus dans des situations où
il y a de nouveaux robots qui arrivent sur le marché, il y a de nouvelles décisions qui sont prises pour octroyer un prêt ou pas via des algorithmes, donc du software. Et ou même sur les réseaux sociaux, des choses se passent où on voit tout d'un coup un certain type de pub, de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière pour comprendre comment nos comportements impliquent une machine. Et donc, un autre type d'exercice qu'on fait avec les enfants, c'est vraiment de pouvoir, comme je dis avec Ozobot, on peut le reprogrammer nous-mêmes. Et donc, avant qu'on explique aux enfants comment le reprogrammer, on va nous-mêmes le reprogrammer différemment que les codes classiques qui sont mis en place. Et donc, on va leur demander de déconstruire le problème, de créer leur propre hypothèse et d'utiliser le robot pour déconstruire les étapes et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc typiquement, vu qu'il y a des couleurs à un croisement, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe à ces croisements. L'hypothèse serait peut-être que le robot s'arrête, peut-être qu'il va tout droit, à gauche, à droite, qu'il tourne sur lui-même. Et ben tiens, je vais tester sur le vert quelques fois à l'endroit, au croisement en bas à gauche, au croisement au milieu à droite, pour pouvoir tester mon hypothèse. Et donc ça forme vraiment cette pensée critique de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose de clé parce que expliquer aux enfants ou à n'importe qui tous les robots qui vont arriver sur le marché, tous les logiciels qui vont arriver, c'est pas possible. Mais ce qu'on doit pouvoir développer, c'est cette capacité à comprendre et à déconstruire ce qui se passe. Donc si Facebook change son algorithme de priorisation ou de ciblage des pubs, il faut pouvoir comprendre en testant son comportement que, ah bah oui, en fait, maintenant de plus en plus, il me montre des choses qui sont liées à mes recherches sur Google ou qui sont de plus en plus liées à mes messages que j'envoie à mes amis ou autres, et pas se dire, bah, tiens, j'en ai parlé à quelqu'un justement et j'ai la pub, ils doivent sûrement m'écouter. Et de pouvoir un peu plus tester ces choses-là. Et donc, cet exercice, ça en est un. Et ça nous amène d'ailleurs à l'exercice, je regarde si je l'ai, non, de tri des déchets, où justement, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, on leur demande de l'utiliser pour aider Ozobot à nettoyer la ville et trier ses déchets. Ah, je t'ai spoilé tout à l'heure. Non, je ne pensais pas aller dans cette explication-là, mais je me suis dit, Voilà. tant qu'il est... comme Ça, c'est ce qu'on verra aussi plus au prochain live, donc c'est celui du 12 juin, où on verra aussi vraiment comment, avec la robotique, on peut intégrer, moi tu l'as dit au début, mais je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, comment on peut intégrer aussi plus la robotique avec les autres matières. On peut utiliser cet outil pour faire du français, pour faire des maths. Donc ici, on parle plus des compétences transversales, mais les compétences disciplinaires, on peut aussi les travailler avec cet outil qui est magique pour ça. Donc, voilà. Comme ça, vous avez le 12 juin, on traitera ça avec Benoît Nabeau, qui est enseignant et qui travaille beaucoup avec la robotique, qui pourra nous éclaircir sur ce sujet. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, merci de me le rappeler, c'est important de noter que il y a tout un nombre de compétences qui sont vues, notamment directionnelles. Donc, comprendre que la gauche, la droite, c'est pas la sienne, c'est celle d'un robot. S'il vient d'ici, gauche, pour lui, ça va être ici. Mais je sais pas si vous voyez ma flèche. Mais en gros, dépendant s'il vient vers le haut, bah, sa gauche, ça va pas être ma gauche. Donc, il y a des compétences directionnelles, il y a du savoir lire, il y a du savoir parler, savoir écouter, qui sont toutes des compétences dont Benoît Naveau parlera certainement plus en détail, mais qui sont également apprises ici. Et d'ailleurs, Benoît vous expliquera comment 80% des compétences en maths et en français sont comprises dans la robotique. D'ailleurs, je vois, c'est peut-être plus dans la créativité, mais je le vois maintenant que je ne l'ai pas montré, on peut également faire des bricolages avec les enfants. On te voit en tout petit, juste pour info, si jamais tu veux agrandir ou quoi. Mais... Voilà. Ouais, parfait. On peut voir également des petits déguisements de Papa Noël dans ce cas-ci. Donc, c'est un exercice sympa à faire pour les enfants. Mais également, une fois qu'ils arrivent à ça, de pouvoir en équiper le Ozobot
Je ne peux plus Oh. poser sur la table parce que j'ai perdu la caméra. Mais de voir qu'il y a d'autres activités aussi qui sont possibles, de rentrer dans une toute différente logique de résolution de problèmes, où par exemple, on n'aura plus un labyrinthe, mais on aura des petits cadeaux à aller attraper et à les déposer. Et donc, comprendre comment est-ce qu'on attrape un cadeau, comment est-ce qu'on le dépose. Petit spoiler, c'est en allant en arrière, et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de chouettes petites choses avec un simple petit robot. Et comme j'ai dit, ce n'est qu'un des multiples robots. Ouais, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce qu'on pourrait même faire des cours d'éducation physique? Mais en fait, nous, bon, là, c'est moins la robotique, c'est plus la pensée informatique, mais on a toute une série d'activités non branchées qu'on appelle, enfin débranchées qu'on appelle, voilà, qu'on a créées aussi et qui permettent de faire des activités donc sans écran, sans robot, sans rien, mais qui permettent de comprendre. Donc, ils peuvent être éventuellement un peu plus sportives, etc. Donc, voilà, tout est possible. Pas tout, quasi. Oui. Et il y a aussi effectivement différentes tailles de robots. Où ici on prend un petit robot dans un but éducatif. Il y a des robots qui peuvent distribuer des balles de tennis de manière aléatoire ou ce genre de choses également. Ça peut être un projet sympa de le programmer avec les enfants pour, par exemple, les forcer à aller plus dans les coins ou autre. Mais c'est aussi potentiellement un gros investissement pour un petit avantage pédagogique. C'est ça qui est bien peut-être avec les Ozobot, et pour ça, nous, on utilise pas mal ce petit robot-là, qui est, voilà, en termes de budget, est intéressant par rapport à d'autres choses. Donc, ça, ce sera plus le sujet du 22 juin, sur les différents robots. Voilà. Ouais. Donc, le 22 juin, on traitera de cette question-là en live aussi. Voilà, ok. Je ne fais pas de spoiler, alors. Tu peux parler déjà des différents robots, mais comme ça, moi, je suis là pour rappeler les trucs, hein. Pour animer. C'est toi qui amène le contenu, donc. Oui, c'est qu'effectivement, les Ozobot, et c'est la raison principale pour laquelle on les a choisis, c'est qu'ils peuvent durer sur une grande durée d'âge, autant chez les tout petits, parce qu'on a vu qu'on peut le programmer uniquement avec des marqueurs de couleur, que chez les plus grands, parce qu'on voit qu'on peut le programmer via un ordinateur. Ça, c'est un avantage assez conséquent, parce qu'il peut être alors utilisé à travers l'école et demande un seul investissement pour différentes années. Il est aussi assez robuste, petit mais costaud. Et bon marché pour les capacités qu'il a. Voilà, donc juste pour conclure, j'ai donné beaucoup de pistes. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment donner des pistes, donner de la perspective sur quelles sont les compétences du 21e siècle qui rentrent de plus en plus, qui sont prises en considération pour les curriculums scolaires, mais également de pouvoir donner des pistes concrètes d'exemples de qu'est-ce que ça signifie, parce que certaines choses peuvent rester très abstraites, et donc vraiment de pouvoir le voir ici. Mais voilà, concrètement, et c'est souvent les questions qu'on a à la fin, c'est voilà, je viens de passer une demi-heure à vous écouter, 40 minutes, mais je ne peux rien faire derrière ça. Comment est-ce que je peux mettre la robotique en place dans ma classe? Si je cherche sur Google, il va y avoir beaucoup trop d'informations dans diverses directions. Je ne sais pas quel robot choisir. On essaye de répondre un maximum à ces questions, notamment je ne sais pas quel robot choisir avec un webinaire dédié. Mais aussi, et c'est vraiment cette problématique-là qu'on veut résoudre, c'est d'être présent pour les instituteurs, les institutrices, et donc vraiment de pouvoir fournir du contenu de cours qui sont basés sur les multiples exercices que j'ai montrés, mais également un contenu de cours qui est progressif et qui permet de dire, voilà, après avoir donné pendant un mois, toutes les semaines, un cours, quelle est la suite? Voilà, après avoir donné 6 mois, quelle est la suite pour mes élèves, de pouvoir créer quelque chose de continu, et en même temps, une fois que l'instituteur ou l'institutrice a été mis à l'aise avec ce programme de cours, puisse dire, maintenant que j'ai compris les fondements, j'ai envie de pouvoir aller dans d'autres directions, de créer de nouveaux contenus, de le voir de manière différente, de prendre mes élèves dans la cour au lieu de faire ça en classe et de faire quelque chose d'un peu plus physique, de rajouter
une touche créative et d'étendre la session qui était prévue à la base d'1 heure et demie à une demi-journée. Et donc vraiment libre cours. Donc d'une part, on fait vraiment cette partie-là, et d'autre part, on fait beaucoup de la formation, et j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Formation généralement en présentiel, mais là, on a passé une partie de nos formations en ligne, et suivi des instituteurs, institutrices au sein de l'école. Donc on ne veut pas, dans la même logique de ici on a fait un webinaire et on vous laisse partir, on ne veut pas de faire des formations et de vous laisser un peu au dépourvu. On veut vraiment pouvoir proposer un suivi, une mise en commun avec les autres instituteurs, institutrices qui ont été formés, à qui vous pourrez poser vos questions, grandir, échanger, mais aussi de pouvoir nous répondre présents, venir voir dans la classe comment ça se passe, s'il y a des points bloquants, des robots qui ne fonctionnent pas, de pouvoir être présent et vraiment faire cet accompagnement tout au long de l'année ou des années, comme on fait avec certains instituteurs, institutrices. Donc toutes les informations sont sur codeandplay.be formation, mais Laura a aussi envoyé des liens que vous pouvez retrouver. On reprendra probablement les formations Ozobot, donc robots, à partir de fin août, début septembre. Je dis probablement parce que ça va effectivement dépendre de la situation, des possibilités de faire des choses en présentiel, parce que faire de la robotique à distance pour des gens qui n'ont jamais touché le robot, c'est pas le plus agréable, et c'est pas le but non plus. Et après toutes nos formations en ligne, à la programmation d'un robot, programmation d'un logiciel, elles sont en cours. On les a passées toutes, enfin cette formation-là maintenant, on en a toutes les semaines avec inscription gratuite. Donc n'hésitez pas si vous voulez déjà vous lancer. C'est disponible et je pense que Laura Ouais. a mis les liens. Oui, j'ai mis. Alors, ouais, donc donc voilà, juste pour répondre aussi à Christophe qui demandait une comparaison entre deux robots. Et donc là, j'ai répondu, et comme ça, je réponds à tout le monde aussi, que le sujet de comparatif ou de présentation, en tout cas, plus de différents robots possibles, on le fera le 22 juin à 16h30. Donc voilà, l'événement n'est pas encore en ligne, mais il le sera cette semaine. On vient de préciser toutes les dates des lives. Et alors pour les formations, là, j'ai donc j'ai épinglé un commentaire sur le live Facebook. Et là, vous avez un petit formulaire que vous pouvez remplir, parce que sur le site, on parle plus de l'information en général, mais ici, là, on va vous donner les infos sur nos formations présentielles, mais aussi directement les infos sur les formations en ligne. Donc, si vous vous inscrivez, on vous envoie des emails concernant les informations. Donc là, j'ai mis le lien. Et alors ici, pour ceux qui nous suivent dans le webinaire Zoom, je l'ai mis en commentaire aussi au début. Je vais peut-être le remettre, voilà, comme ça tout le monde peut s'inscrire pour recevoir des infos. Et c'est voilà, une newsletter habituelle, donc vous pouvez aussi vous désinscrire si à un moment ça ne vous intéresse plus, mais ça vous intéressera. Voilà, nos formations, ça c'est ce petit formulaire-là. Voilà. Ouais. Peut-être juste à la question, est-ce que c'est facile à mettre en place dans ma classe? La réponse est oui. Oui, parce que les robots sont petits, parce que ce qu'il faut, c'est avoir deux élèves, pas aujourd'hui, mais à terme, d'avoir deux élèves sur un même banc pour pouvoir collaborer ensemble. Toute la partie vraiment débranchée, donc programmée, comme on l'a montré avec les marqueurs sur du papier, ne requiert pas de connexion Internet, d'ordinateur, quoi que ce soit. Il s'agit vraiment de charger les robots, d'avoir des marqueurs et de pouvoir faire ça ensemble en classe. Donc le démarrage est vraiment facile. À terme, si on veut pouvoir le programmer ensemble en classe, il y a une petite complexité qui est avoir une connexion Internet, un peu plus grande complexité qui est avoir des ordinateurs ou des tablettes. Mais de nouveau, ce ne sont pas des choses insurmontables. S'il y a un plan qui se met derrière. On a accompagné notamment plusieurs écoles qui disaient qu'ils avaient vraiment envie de faire ce pas-là. On est là pour vous accompagner. On veut vous accompagner dans la possibilité d'apprendre à enseigner le numérique. Mais évidemment, on ne ferme pas les yeux à toutes les autres barrières. Donc, si on doit trouver des solutions avec vous pour avoir des ordinateurs pour l'école, pour débloquer une connexion Internet qui ne fonctionne pas, c'est des choses qu'on fait également. Idéalement, on aimerait
ne pas passer tout notre temps là-dessus parce qu'on n'est pas, les personnes les plus calées. Mais ça aide souvent de pouvoir débloquer ces choses-là. Parce que souvent, une fois que l'école, les instituteurs sont motivés, les choses se débloquent pour avoir des solutions durables qui sont mises en place. Et on l'a vu notamment avec plusieurs des écoles avec qui on travaille, de pouvoir offrir une solution temporaire permet de débloquer des choses à terme avec des écoles qui finalement investissent dans une salle informatique, dans du matériel, dans une meilleure connexion. Ok. Voilà, ouais, j'étais en train de répondre un petit peu voilà, à différentes personnes qui posent des questions dans le webinaire Zoom. C'était notamment pour voir si on faisait des formations à l'étranger. Je disais, a priori, non, bon, on peut toujours en discuter peut-être alors, en particulier, mais que voilà, avec ces nouvelles circonstances, peut-être qu'on développera un peu plus de formations en ligne aussi et que voilà, ça du coup, c'est accessible à tout le monde, moyennant une bonne connexion. Mais, voilà, du coup, j'étais un petit peu concentrée pour répondre à voilà, quelqu'un qui me posait la question. Justement, je ne sais pas si tu voulais encore dire quelque chose ou si on regarde un petit peu s'il y a des questions, réponses. Voilà, il Est-ce nous qu'on reste peut un petit peu de temps, mais regarder les questions? voilà. Bon, il y en a eu pendant, j'ai déjà pas mal répondu pendant. Donc voilà, mais donc c'est les Vous êtes personnes où? qui ont donc que ce soit sur Facebook ou dans le webinaire Zoom. Voilà, si vous avez des questions. Donc pour voilà, la question de formation dans d'autres pays, peut-être en discuter à part pour voir pour votre cas particulier, Stéphanie. Mais de manière générale, on fait des formations aussi en ligne et donc là, voilà, ça peut être une réponse à cette question-là. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, voilà, peut-être plus pratiques, ou un témoignage en disant bah, tiens, moi j'ai déjà essayé dans ma classe tel outil, ça fonctionne bien, comme ça on peut aussi transférer à tout le monde l'info. Voilà. Aussi, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si le live allait être disponible en replay, parce qu'il y en a qui ont loupé le début. Donc, le live qui est sur Facebook est toujours disponible par la suite. Donc, nous, on ne le supprime pas. Et le lien, je l'ai remis quelque part dans les commentaires. Je vais peut-être le remettre. Vous pouvez donc suivre, mais si vous allez sur notre page, vous pouvez voir les différents lives. Donc, il sera disponible là. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi nous demander. Nous avons enregistré, donc nous pourrons vous le renvoyer aussi. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez loupé le début. Il y a Sabine qui nous dit bravo pour votre travail, Code and Play. Mes élèves adorent. Oh, voilà, merci Sabine. Témoignage super, super, super. Sabine de Notre-Dame-Anderlecht. Et on salue tous les enfants. Ouais, il nous manque, hein, moi, personnellement. Il me manque. Ouais. Et là aussi, hein, peut-être voir, bon, ici, c'est vrai que la rentrée se fait progressivement, peut-être pas pour tout le monde, mais s'il y a des enseignants qui veulent déjà mettre des choses peut-être en place, même maintenant, ici, au mois de juin, n'hésitez pas à nous contacter, hein, en ligne ou en voir ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est pas impossible. Nous, on s'est plus axé sur des formations ici maintenant pour cette fin d'année scolaire, formation en ligne principalement, mais on peut imaginer d'autres choses aussi. Si vous avez des demandes, contactez-nous. Voilà, sur le site, il y a un formulaire de contact ou via Facebook aussi, hein, on répondra. On a une question aussi sur le Q&A. Voilà, quel est le lien entre l'apprentissage numérique dans les écoles et ce qui se fait de plus en plus en dehors? Mais le lien est assez... Oui, bonjour Marc. Non, le lien est assez frappant. C'est simplement l'enseignement du numérique. Je pense que la grande différence, ce sont les contraintes de l'enseignement qui font que, oui, en initiative privée, en dehors, on a des conditions idéales avec une bonne connexion Internet, avec le bon matériel, avec tout ce qu'il faut. La difficulté majeure qu'on a, et je pense que beaucoup d'instituteurs s'y retrouveront, c'est les infrastructures dans les écoles. Parce que mine de rien, le numérique a certaines demandes assez conséquentes. Je pense que ça, c'est une grande différence. La deuxième, c'est l'apprentissage continu et progressif. Là où ce qui se passe, comme il est écrit dans la question, en dehors, c'est-à-dire sur, disons, des initiatives en dehors des écoles, c'est des gens qui vont suivre des programmes à gauche, à droite, qui sont des programmes assez définis. La
contrainte et qui est une bonne contrainte avec les écoles, c'est qu'on a la possibilité de vraiment suivre un enfant sur toute son évolution et donc de créer des choses de plus en plus complexes. Et en fait, on se rend vraiment compte à cet âge-là qu'ils apprennent extrêmement vite et que la majorité des choses, des contenus qu'on trouve disponibles en ligne sont vite épuisés. Et on a pas mal d'enfants qui ont été formés avec nous qui reviennent aussi avec ce point-là, enfin, les parents, en disant où est-ce qu'on peut l'inscrire, dans quel stage, parce que toutes les initiatives en dehors doivent être accessibles à tous et redémarrent quelque part toujours au début. Il y a quelques initiatives qui vont plus loin, mais c'est cette difficulté d'avoir vraiment un contenu progressif et de pouvoir monter en complexité sur les compétences précédentes qui ont été apprises. Je pense que c'est les grosses différences. Donc un programme continu, penser 6 ans, 9 ans de formation et pas 1 mois, 2 mois, 1 an. Et d'autre part, donc ça c'est la beauté de l'éducation. D'autre part, les contraintes logistiques qui malheureusement sont plus difficiles à mettre en place dans les écoles. Et je pense le troisième point, et j'aurais pas dû le mentionner en troisième parce que c'est un point clé pour nous, c'est la diversité de genre. On a l'avantage avec les écoles en formant une classe complète de toucher à grande échelle autant de filles que de garçons. Évidemment, d'une classe à l'autre, ça va changer. Mais l'enseignement est obligatoire. Tout le monde, jusqu'à 18 ans, tout le monde, ou en grande majorité, passe par là. Et donc, on a l'opportunité de créer des activités qui sont neutres de genre pour pouvoir casser cette barrière du à l'informatique, c'est pour les garçons et l'art, c'est pour les filles. T'étais pas la seule à sortir de ta promotion en informatique, Nadine. C'est un exemple. J'ai un mauvais exemple parce que j'ai beaucoup été entourée. Mais c'est justement montrer qu'il faut que ça change, quoi. C'est quand même pas normal enfin, voilà, qu'il n'y ait qu'une seule fille qui sorte. Et moi, j'ajoute plus mixité de genre moi, qui me tient très fort à cœur, mais aussi mixité sociale de manière générale, que tout le monde puisse avoir accès, parce que ça va être une fracture numérique dont on parle déjà, mais il y a déjà dans notre société comme une fracture entre voilà, divers milieux sociaux, mais que ça risque de s'agrandir avec l'utilisation du numérique, si les gens sont uniquement consommateurs et pas acteurs. Voilà. Peut-être un peu ce que tu avais dit, mais en effet. Et pour ça, l'école est vraiment le lieu où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ouais. Enfin, le plus qu'on peut, quoi. Et on parle beaucoup de genre, mais on a aussi une égalité de genre dans l'équipe. Donc Ouais. on n'est pas resté entre filles. Oui. Aujourd'hui, c'est 100% la fille dans le live. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore autre? Je regarde un petit peu. En même temps, on est dans notre timing. Hein. Voilà. Et alors, je vois donc Younes qui disait on est à Bruxelles, Code & Play, on fait des formations, on intervient dans les écoles à Bruxelles, mais pas uniquement. Donc, nous développons aussi dans la partie néerlandophone en Belgique et dans la région de Charleroi aussi. Dans la région de Charleroi et c'est Kim qui développe la partie néerlandophone. Donc, voilà, on essaie d'être plus en Belgique de manière plus générale. Voilà. Mais contactez-nous, même si c'est pas Charleroi même ou Bruxelles, on peut voir un petit peu ce qui est possible. Mais voilà, on se concentre d'abord sur ces villes-là en particulier. Mais donc, on ne sommes pas que à Bruxelles, voilà, pour répondre à Younes. Le néerlandophone est sur Bruxelles et à Lost pour le moment. Oui, c'est ça. Pour aussi, Ok, super. Je pense que voilà. 2 minutes, il y a encore une question. Voilà, si vous voulez profiter des 2 minutes qui restent pour poser la question. Ok, mais donc je rappelle peut-être donc les formations qu'on va proposer. Ici en ligne, nous on s'axe pour le mois qui vient sur la formation Scratch parce que c'est le plus facile parce qu'évidemment on ne sait pas vous donner accès aux petits robots en ligne. Et Scratch, c'est cet environnement de programmation par bloc, mais où voilà, on voit le programme qu'on a fait effectué sur un écran juste à côté. Hein. Donc, si vous ne connaissez pas le petit outil Scratch, vous pouvez déjà aller explorer. Hein. Vous tapez, c'est gratuit, Scratch sur Internet, vous trouverez déjà, vous pouvez déjà voir à quoi ça ressemble. Et donc là, on organise ces formations. Il y a donc le petit lien qui est épinglé aussi bien dans le webinaire Zoom que sur le commentaire Facebook. Donc là, vous pouvez vous inscrire, on vous enverra les informations.
Et voilà, sur notre page en général, de toute façon, on crée un événement aussi sur le site web. Voilà, ces infos-là. Et d'autres lives sont prévus. Donc, il y a un live qui sera la continuité de celui-ci le 12 juin, où là, on va parler plus de comment travailler les compétences disciplinaires, comme le français, les maths, avec l'outil robotique, avec les robots. Et donc là, nous recevrons Benoît Naveau, qui est enseignant et qui a pu expérimenter beaucoup de choses et qui est spécialiste quand même en la matière. Et alors, avec lui également et un autre de nos collègues, le 22 juin, là, on vous présentera différents robots. Là, on est un peu plus dans le concret aussi. Et alors, on a d'autres lives, notamment un live sur ordinateur versus tablette pour ma classe. Donc là, on l'a reprogrammé pour ceux qui avaient voulu le suivre le 2 juin. Et voilà, toutes les infos sur notre page et sur notre site. Super. Et alors, Benoît Naveau qui nous dit, ben voilà, qui nous suit, qui nous a rejoint, qui nous dit que Ozobot et Bluebot n'ont pas le même public. C'était pour répondre à Christophe, je pense. Voilà, on en parlera alors avec plaisir ce jour-là, le 22 juin pour les robots, voilà, et le 12 juin pour les compétences disciplinaires. Ok, super. Je sais pas, Nadine, si tu veux rajouter quelque chose. Oh non, merci beaucoup à tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Et n'hésitez pas. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, on est là pour soutenir les enseignants. Donc, n'hésitez pas. Ouais, on est là. Et courage avec la rentrée. Voilà. Parfait, bien. Au revoir tout le monde. Et donc, le replay est disponible sur Facebook, mais si vous voulez le recevoir par un autre biais, vous pouvez nous envoyer un message. On peut aussi vous transférer la vidéo, mais bon, voilà, c'est peut-être un peu lourd comme vidéo d'1 heure, mais les deux sont possibles. Voilà. Au revoir tout le monde. Bon après-midi.